mon invitation, c'est aujourd'hui de prendre conscience que tout ce que vous voyez ici à l'écran, et ben finalement, je ne vais pas vous dire que c'est un mensonge, mais finalement, ça parle des gens qui le disent et ça ne parle pas forcément de vous, ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. On oublie qu'en fait, manger est un acte avant tout physiologique et en fait, on mange parce qu'on a besoin d'énergie. Le propos de l'alimentation, c'est ça. Après, c'est sûr que l'alimentation a un impact et sur l'environnement, et sur ma propre santé, et sur la société et la cité dans son ensemble. Je ne saurais pas dire ce que c'est l'alimentation parfaite, parce que sans doute que c'est un appel pour chacun à le définir en fonction de ses valeurs et de ses besoins propres. La quête de l'aliment parfait ou la quête de l'alimentation parfaite est probablement une stratégie parce qu'on n'aurait peut-être pas assez d'amour pour soi et qu'on aurait envie de se montrer parfait. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder pas seulement le haut de l'iceberg, où finalement, c'est assez valorisé dans la société de bien manger, de manger parfaitement, de faire un effort sur son alimentation, mais de se dire, qu'est-ce que ça cache? Peut-être que ça cache une superbe envie de cohérence cognitive en se disant, en fait, moi, j'ai compris l'impact sur ma santé, l'impact sur la planète, et je choisis de me rapprocher et d'avoir une alimentation la plus idéale possible parce que je pense que c'est bien. Ça, c'est cool. Si c'est, moi, je veux absolument être parfaite parce qu'en fait, ça me menace quand je me montre pas parfaite et donc ces kilos supplémentaires me menacent sur la plage et donc, du coup, je vais essayer de surcontrôler tout ce que je mets dans mon assiette en vue que ce soit parfait. Cette quête-là me semble un petit peu plus porteur de tension, de vérités à garder en tête qui vont être vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord dès le début et qui sont pourtant sans doute à l'origine de beaucoup de frustrations alimentaires, peut-être chez vous qui nous avez rejoints. C'est déjà une idée fausse de se dire il y aurait une alimentation parfaite et il y aurait un aliment parfait et peut-être que je passe à côté. C'est ça qui me stresse. Je cours parce que je cherche cette alimentation parfaite, ce Graal. Et c'est bien alimenté par les publicités qui nous parlent de superfood, d'ingrédients magiques. Moi, je rencontre dans mes patientes beaucoup de personnes qui rentrent en combat sur le poids qu'elles ont reçu, sur ce qui est en fait, qui ne sont pas apaisées avec une certaine forme de réalité concernant leur poids. Chacun de nous doit, avec ce qu'il a reçu, en tous les cas c'est une proposition, apprendre à faire avec du mieux qu'il peut et de façon la plus cohérente possible. Donc, gare au perfectionnisme alimentaire parce qu'en fait, on ne part pas tous de la même situation et puis probablement que c'est une quête vaine qui nous éloigne de notre bonne intuition. Ce qui va me permettre d'adopter des habitudes alimentaires qui sont bonnes, ça va être vraiment quand je vais pouvoir me reconnecter à moi, me re-questionner, me réimpliquer dans mon acte alimentaire et me dire qu'est-ce qui me semble juste en fonction de tous ces paramètres, qui n'est pas la même question que qu'est-ce qui me semble parfait. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est symbolique, l'alimentation aussi. C'est parce qu'en fait, on va ingérer c'est beaucoup plus sensible que la cosmétique, que les vêtements, que tout ça. C'est l'acte le plus sensible qui va être un lieu où on va rencontrer la création, en fait, vraiment. Et on va même faire corps avec le miracle de ce qui pousse sur des arbres et ce qui pousse de la terre. Fondamentalement, on peut vraiment faire la différence et sur notre santé et sur la société et sur la planète par nos choix alimentaires. Et l'enjeu, c'est de réussir à le faire en étant bienveillant, doux et en quittant cet objectif de perfection et en basculant de cette tension à ce mouvement vraiment d'accueil. J'accueille ce cadeau de la nature. J'accueille le travail des hommes qu'il a fallu pour le faire naître. Et je peux m'émerveiller de ça. De se dire, en fait, quand je vois une belle table, eh ben, ça m'invite dans mon cœur à le célébrer et à m'émerveiller. Eh ben, je pense que là, on est dans le bon endroit et que ça, eh ben, du coup, ça va nous aider à avoir envie de prendre plus soin du vivant. Mais ça, quand on est dans notre tête et quand on est en train de chercher à faire parfait, eh ben, en fait, c'est difficile d'être disponible pour ça. Ça nécessite qu'il y ait une forme de paix intérieure suffisante pour accueillir ça. Et donc, du coup, il y a ce prérequis de manger avec les sens et de ne pas manger avec trop de règles et de croyances alimentaires qui nous éloignent de cet alignement-là. Si je devais dire
quelques mots qui me viennent à l'esprit quand je parle de ce qui fonde, ce qui guide mes choix alimentaires et mon rapport à la nourriture. Est-ce qu'on est plutôt du côté de l'écoute, de mes besoins, du prendre soin, de se dire je me sens bien quand je mange de telle ou telle façon, ou est-ce qu'on est plutôt du côté de la névrose, du contrôle, de la rigidité, des règles alimentaires? Quel que soit là où vous en êtes, c'est OK. L'invitation, c'est juste d'en prendre conscience et de voir ce que vous avez envie d'en faire. Ici, c'est encore une fois, pas de viser la perfection, mais juste de noter si vous vous sentez dissocié, si vous vous sentez éloigné de votre idéal. Et donc après, ça, c'est un vecteur de motivation positive et non pas d'injonction. C'est de se dire, si je pense fondamentalement que ce serait mieux de faire comme ça, comment ça se fait que je ne le fais pas? La troisième question, c'est de se poser la question de c'est quoi mes valeurs? Si je devais mettre mes ingrédients clés dans ma recette d'une alimentation qui est bonne pour moi, ça ressemblerait à quoi? La proposition, c'est que chacun de vous se dise, OK, ma recette idéale pour prendre soin de moi par l'alimentation, ce serait quoi mes ingrédients clés? Vous pouvez parler d'ingrédients, effectivement, plus de végétal, voilà, que sais-je. Et elle peut être aussi une intention, comme plus de bienveillance, viser l'équilibre, voilà, la détente, le non-jugement. Ce serait quoi mes ingrédients gagnants? Donc, il y a vraiment toujours deux niveaux. Il y a le contenu de l'assiette et le rapport que j'ai avec l'assiette. Là, j'ai mis des intentions. Donc, les intentions, ce n'est pas des règles, c'est des idées de choses que moi, je pense que dans tous les cas, ça ne peut pas nous faire de mal. Ça ne peut pas tendre, en fait. On ne va pas, comment dire, se tendre en mangeant en pleine conscience, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de risque de névrose autour de ça. Pour ne pas trop vous frustrer, il y a cette proposition qui a été conceptualisée par un chercheur de l'INRAE qui s'appelle Anthony Fradet, qui parle des 3 V. Si on arrive dans nos assiettes à mettre le plus souvent beaucoup de végétaux avec beaucoup de couleurs, de la variété alimentaire et des aliments qui sont naturellement présents dans la nature, c'est-à-dire bruts et peu transformés, autrement dit vrais, pour faire les 3 V, végétal, varié, vrai. Gardez en tête qu'une assiette colorée, c'est une assiette qui porte des nutriments. S'il y a cette couleur, c'est qu'il y a du lycopène ici, c'est qu'il y a du xanthiane là, c'est des antioxydants qui sont présents dans les fruits et les légumes. Et donc, du coup, plus il y a de couleurs, plus il y a de nutriments. Plus on est collé à la saison, plus il y a de nutriments aussi. Et donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre un petit peu plus philosophique. On n'est pas du tout sur la calorie, mais on est dans une logique d'harmonie entre moi et le monde qui m'entoure au bénéfice de la planète et de la santé. Intuitivement, un petit bébé, quand il naît, il va pleurer quand il a faim et il va lâcher le sein de sa maman ou le biberon quand il aura terminé cet été. Ça veut dire qu'est inscrit en nous cette capacité à savoir combien j'ai besoin. La composition du lait maternel correspond à ce dont le cerveau a besoin dans les premiers moments de sa vie pour se développer et à ce que le corps a besoin. Donc c'est vrai que c'est assez merveilleux, assez magique, mais là, c'est pas tant ça que cette capacité que l'on a à réguler notre prise alimentaire. Et donc, nous sommes tous des mangeurs intuitifs, sauf qu'après, on a des injonctions qui vont venir de l'éducation et tout ça. C'est pas facile de faire de l'éducation alimentaire. On a des tensions par rapport à la comparaison à nos cousins, à nos frères. Peut-être que nous, on était un enfant plus rond et peut-être qu'on s'est pris, parce que moi, je le vois beaucoup en consultation, des phrases du style « Ah bah toi, non, tu vas pas prendre le gâteau, tu vas prendre une pomme, c'est mieux pour ce que tu as ». J'exagère à peine, vraiment. Et donc, tout ça, ça a déformé. En fait, ça a déformé notre lien intuitif à l'alimentation, à grand renfort de corps parfait dans les magazines et dans les médias. Et donc, on finit pour la plupart à manger, non pas très simplement avec nos intuitions, j'ai faim, j'ai pas faim, je mange un peu beaucoup en fonction de ça. Et donc, avec nos sensations alimentaires et cette capacité que le corps a à auto-réguler sa prise alimentaire, mais on finit par manger avec sa tête, avec les émotions, avec les croyances, avec la peur de grossir. Et du coup, à chaque fois qu'on est là, on n'est plus avec les gens avec qui on partage le repas, on n'est plus en harmonie et probablement qu'on fait des choix qui sont, même s'ils sont parfaits dans le contenu de l'assiette, s'il y a un stress ambiant, eh ben, le bénéfice de cette alimentation ne va pas être exactement le même. Ça, je ne sais pas vous le prouver scientifiquement, mais je vous assure que c'est vrai. Parce que moi, j'ai des patientes aux alimentaires qui mangent parfaitement et qui prennent du poids parce qu'elles sont dans cette tension et cette peur de grossir qui fait que, hop, il y a des compulsions. Machin. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il peut y avoir comme nœud, ou alors malheureusement, vous n'imaginez que trop bien tout ce qu'il peut y avoir comme nœud. Et donc, si vous êtes coincé, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps de décoincer. Et en tout cas, ça vaut probablement le coup de venir apaiser ce lien avec l'alimentation en vue d'une vie plus unifiée.
le sucre, pas sous forme de glucides, hein, vraiment le sucre simple, le sucre ajouté sous forme de saccharose, est ce qu'on appelle une calorie vide. Donc, on peut vivre sans. Sauf qu'en fait, les industriels en mettent partout, que ce soit dans une sauce, un ketchup, un plat transformé, que ce soit un aliment sucré ou salé, il y en a beaucoup dans notre alimentation. Et après, si on fait beaucoup de choses soi-même, sans doute qu'on utilise aussi du sucre dans nos pâtisseries, par exemple. Le sucre, pour moi, a cette vertu à faire plaisir et à sa place dans notre équilibre alimentaire pour cette fonction-là. Si vous ne voulez pas vivre dans la frustration permanente, ma proposition, moi, c'est de ne pas vous interdire de manger du sucre, ce qui risquerait de concentrer de l'attention et ce qui pourrait amener à faire à en manger d'un coup en excès. J'ai beaucoup de patientes qui me parlent des buffets. Elles s'interdisent tellement tout le temps plein de choses que quand tout d'un coup, il y a cette profusion de nourriture à disposition, il y a une panique. Quelqu'un qui mange tous les jours tout ce qu'il veut, il n'a pas de dogme qui va venir régir son choix. Pour lui, ce n'est pas mieux ou moins bien de manger une pizza et de s'arrêter quand c'est fini que de manger une assiette de haricots verts et d'escalopes. Et il a raison en termes de calories strictes. Et ben, ça va faire que le fait de ne pas s'interdire, et ben, du coup, il ne va pas y avoir de tension. Donc, plus vous avez une alimentation régie par le cerveau et par vos règles alimentaires, plus il va y avoir de compulsions. C'est le cas précisément pour le sucre. Donc, bienvenue le sucre. Et en lui disant bienvenue, et ben, du coup, on n'aura pas cette tension d'avoir envie d'en manger tout le temps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la consommation excessive. Ce qui pourrait, en tous les cas, m'alerter chez un patient, c'est une consommation excessive de café. Et quand on me répond « Ah, mais je ne peux pas tenir si je n'ai pas ça ». Moi, je pense là qu'encore une fois, il y a la phase immergée de l'iceberg et la phase cachée. La phase cachée, c'est de se dire pourquoi est-ce que vous êtes aussi fatigué? C'est quoi le mode de vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de 5 cafés par jour pour tenir? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, il y a une croyance qui fait que le café va soutenir qu'on en aurait besoin. Je suis fatiguée. La bonne réponse, c'est je me repose. C'est pas je prends des cafés. Sur le long terme, j'entends. C'est juste pour illustrer. Après, bien sûr, le café, comme le maca, comme le ginseng, a des propriétés dynamisantes. Sur la partie vraiment prévention d'Alzheimer, ce qu'on sait, c'est qu'une alimentation peu inflammatoire, avec beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de céréales complètes, peu de viande rouge, peu de matières grasses saturées, peu d'alcool, une super belle hygiène de vie, va diminuer les chances de développer un Alzheimer. Mais un aliment tout seul, a priori, je n'y crois pas. Je pense que la différence entre un blender, un mixeur et un extracteur de jus, si vous vous inquiétez de ça, alors je vais répondre, l'extracteur, c'est le must, c'est le best, c'est très bien. Mais avant tout, en fait, c'est pas mieux que de manger un fruit entier. Si vous en êtes à vous dire, il faut mieux que j'achète un blender ou un truc et tout, c'est peut-être qu'il y a une tension, que vous avez peur de ne pas faire le bon choix. En fait, tout va bien, on se parle de fruits et légumes. Pour presque toutes les questions, je pourrais répondre à la personne qui pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En fait, moi, je suis un mangeur comme vous, en fait. Donc, en soi, bien sûr que c'est réconfortant d'avoir un professionnel de santé qui donne son avis, et je vais le faire. Mais fondamentalement, ce qui va compter, c'est ne me croyez pas. Regardez ce que ça fait pour vous. Regardez comment ça marche pour vous. Vraiment, ça, c'est bon. Moi, ce que j'en pense, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant pour ceux qui ont envie. Ce n'est absolument pas un gage d'équilibre. Ce n'est pas du tout quelque chose à faire. Ce n'est pas du tout une routine obligatoire à adopter pour aller bien. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire pourquoi ça vous intéresse, vous, ça, le jeûne. Je trouve intéressant de se dire que je ne suis pas obligée de prendre le petit déjeuner tous les jours. Il y a peut-être des jours où j'ai mangé un gros dîner le soir et je n'ai pas faim. Être connecté, c'est l'alimentation intuitive. Ne pas manger parce que c'est l'heure ou parce qu'il faut. Manger parce que j'ai faim.